Bonjour, inutile de vous le rappeler, nous en avons d'ailleurs parlé hier, les prix de l'énergie sont en train de flamber, que ce soit le mazout, le gaz ou l'électricité. Quand on sait qu'en moyenne, un ménage consomme 2500 litres de mazout ou 2500 mètres cubes de gaz, rien que pour se chauffer, il y a de quoi se dire qu'il est temps de faire des économies. En plein batibo, nous allons essayer de voir comment avec nos invités, Marc Stephens, architecte au bureau Architects Team, SPRL, et Patrick Haut, directeur général de la société Viessmann. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, monsieur Stephens, peut-être d'abord, est-ce que vos clients, quand ils viennent vous trouver pour construire une maison, ils vous disent le poste le plus important pour nous maintenant, c'est les économies d'énergie que nous devons impérativement réaliser? Est-ce que c'est une contrainte, la première des contraintes dont on vous parle? Tout à fait. Ça, c'est le but principal des gens. C'est que les gens, quand ils viennent, ils veulent épargner au maximum d'énergie et aussi construire le plus autonome possible. Et c'est pour ça qu'on vient maintenant, on essaie de mieux isoler le bâtiment et on essaie aussi d'utiliser un système de chauffage et de ventilation qui consomme le moins d'énergie possible aussi. Tous vos clients vous en parlent de ce poste-là? Tout à fait. Surtout ceux qui s'intéressent très très fort à la base d'énergie et à la maison passive veulent absolument être le plus autonome possible pour ne plus être en guerre ou de vivre les conséquences qui se passent par exemple dans les pays d'Arabe ou l'Amérique. C'est qu'on se dit que si on peut être autonome, mais à ce moment-là, on maîtrise mieux ses coûts, surtout quand on devient plus âgé. Monsieur Haut, comme chauffagiste, si on peut dire, vos clients vous disent on veut du bon matériel, du matériel costaud ou un matériel qui nous permet d'économiser un maximum d'énergie? Le premier souci du particulier, c'est de faire des économies d'énergie et d'avoir du matériel fiable à long terme. La durabilité est un thème qui est intéressant, mais aujourd'hui moins prioritaire à l'économie d'énergie. C'est surtout une économie financière que le particulier recherche. Et justement, à propos du financier, est-ce que ces économies d'énergie ont un coût initial? Le post-chauffage, par exemple, c'était combien? 3, 4, 5% sur le total d'une construction. Est-ce que ce poste a augmenté, vu que ce sont des matériaux un petit peu spéciaux que vous utilisez à présent? Sur le marché belge, vous avez deux types de marchés. Vous avez le marché de la rénovation et le marché de la nouvelle construction. Vous avez raison qu'en effet, l'investissement pour le matériel de chauffage monte dans les 4, 5, 6% pour une habitation classique. Et si c'est plus performant, ça sera entre les 8 et 10%. Dans la rénovation, on parle uniquement du poste-chauffage. Et là, ça peut aller de 2 000 à 3 000 euros jusqu'à des 5 10 000, voire plus. Ça dépend de la complexité de l'installation et de l'accès que l'installateur va avoir tantôt. Monsieur Stephens, pour la construction globale de la maison, est-ce que ces économies d'énergie font que ces maisons coûtent beaucoup plus cher? Ces maisons-là coûtent plus cher par le fait qu'il faut gonfler l'isolation au niveau de l'enveloppe. Mais en général, on parle de 30 à 40 000 euros comme supplément de prix qui peut être amorti en général en 15 ans de temps si le pétrole garde son prix de maintenant. Et vos clients se disent, bon, on va les dépenser quand même s'il faut les sortir au départ? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, les gens ont pris conscience qu'il ne faut plus que regarder le coût de quelque chose, c'est qu'il faut regarder le coût et le coût de l'entretien et l'énergie que je peux épargner pendant une durée de 15 à 20 ans. Et si on voit qu'on peut investir un peu plus, mais quand même à la fin pas payer plus sur 15 ou 20 ans, à ce moment-là, on est prêt à faire l'investissement. C'est votre constatation aussi, monsieur Haut, les gens sont prêts à faire un sacrifice financier au départ, quitte à mettre quelques années pour le récupérer? Certainement, vous avez en 2020, 2021, vous allez avoir l'obligation d'avoir des maisons qui sont nettement plus performantes qu'aujourd'hui. De deux, vous avez également une amélioration du confort. Quand vous avez une température qui est plus agréable dans la maison, une ventilation qui est plus performante, ça donne aussi un confort qui est nettement mieux. Un premier commentaire, c'est celui de Michael Collet, un téléspectateur qui a fait construire il y a 2 ans. Voici ce qu'il nous envoie, ce qu'il nous dit sur rtlinfo.be. Pour ma part, j'ai opté pour une chaudière à condensation, chauffage et sanitaire, un chauffage par le sol et de grandes fenêtres accès sud. Au final, je consomme 1300 mètres cubes par an pour un 120 mètres carrés, soit près de 50% de moins qu'un ménage normal.
Monsieur O, c'est la bonne solution, ces chaudières, ces fameuses chaudières à condensation? Ben certainement, si le particulier a la possibilité d'envisager une chaudière à condensation, il doit le faire. Les chaudières à basse température, qui sont les chaudières classiques à haut rendement, mais non à condensation, n'ont quasiment aucune raison d'existence. Il faut absolument, aussi bien au gaz qu'au mazout, passer à la chaudière à condensation. Il y a des contraintes spéciales, M. Stephens, avec ces chaudières à condensation. Il faut disposer d'un endroit spécial, d'une surface spéciale ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça ne prend pas plus de place qu'une chaudière habituelle. Il faut juste veiller à la conduite, à la cheminée, parce qu'il y a parfois, comme les températures sont beaucoup mieux reprises par la chaudière même, c'est que la cheminée même peut avoir parfois la condensation, et c'est juste ça qu'il faut veiller. Une autre question, une question par téléphone à présent. On l'écoute. Il y a une petite question par téléphone. C'était une téléspectatrice. Voilà. C'est pour voir un petit peu pour le certificat énergétique, voir quand on fait construire, voir si c'est obligatoire. Alors, Monsieur Stéphane, ce certificat énergétique, qu'est-ce que c'est exactement? Le certificat énergétique, c'est de savoir comment, si on a un logement, je veux dire, pour savoir si il est bien isolé, et si oui, comment et qu'est-ce qu'il consomme. Ça, c'est le but. Et aussi, quel appareillage a été placé dans ce logement là-bas. Ça veut dire, est-ce qu'il y a du double vitrage et des choses pareilles? Double vitrage, les murs, on regarde au mur, on regarde au sol, on regarde au toit. On regarde aussi alors à l'aspect technique du chauffage pour savoir si c'était une chaudière plus moderne, plus vieille, brûlère, etc., etc. Et l'ensemble de ces études-là fait qu'on sait que c'est un logement qui consomme relativement peu, ou alors non, il y a quand même des améliorations à faire. Monsieur O, ce certificat est obligatoire à présent? Tout à fait. Pour la nouvelle construction, on doit l'obtenir. Et également pour la location et pour la vente de bâtiments existants, on doit déjà obtenir un certificat qui est une sorte de carte d'identité du bâtiment. On s'adresse à qui pour obtenir ce certificat? C'est une agence spéciale qui dépend de la région wallonne ou il y a des certificateurs? En effet, ce sont des personnes qui ont une attestation, qui ont un diplôme et qui peuvent attester un bâtiment. On dit que la région wallonne impose un niveau d'isolation inférieur à 55 pour tout logement neuf. Ça veut dire quoi ça exactement, Monsieur Stephens? Tout à fait. On impose une valeur moins qui est maintenant à 45. C'est parce que dans le temps, on pouvait encore à 55, on pouvait par exemple encore utiliser un vitrage qu'on avait déjà créé et inventé il y a 40 ans, qui avait une valeur encore très mauvaise. Maintenant, aujourd'hui, le double vitrage a déjà une valeur qui est 3 fois meilleure que celle-là dans le temps. Et surtout, on a au niveau vitrage, mur, sol et toit, on a augmenté l'épaisseur d'isolation pour justement moins consommer. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre les matériaux qu'on souhaite dans son habitation, ou tout simplement on ne les trouve même plus sur le marché, en vente sur le marché? Non, en général, on peut encore mettre tous les matériaux, écologiques ou pas, je veux dire, tous les matériaux peuvent être appliqués. Il faut juste veiller qu'on ne crée pas, je veux dire, même si on a un logement existant et on veut augmenter les performances, qu'on ne crée pas des problèmes physiques du bâtiment où on aurait des problèmes d'humidité plus tard. Avec ces certificats, on peut espérer que toutes les nouvelles constructions, Monsieur O, soient beaucoup moins consommatrices d'énergie à la longue dans les 10 prochaines années? Mais on remarque qu'en 5 ans de temps, le bâtiment est devenu plus ou moins 10 à 15% plus performant. Et on remarque que il y a une évolution, mais ça ne peut pas être brusqué non plus. Les corps de métier ne sont pas prêts pour délivrer cette qualité de maison aujourd'hui. Enfin, il y a de mieux en mieux, mais ça ne peut pas être brutalisé. Justement, vous parlez des corps de métier. Il faut qu'ils soient formés en permanence pour voir et comprendre et pouvoir installer correctement tous ces produits qui sortent tout le temps sur le marché. Tout à fait. Ce sont les constructeurs et les importateurs qui ont un rôle à jouer pour former leurs clients et pour être présents également à Batibao, pour donner des explications et pour également documenter les architectes. Une autre question à présent arrivée par Internet, c'est celle de Claude Plazenzotti. Pourquoi a-t-on supprimé la prime à l'isolation des murs creux
coulisses par injection, alors que ce système est un des plus efficaces sur le marché actuel. Alors ça, c'est très technique. Monsieur Stephens, pourquoi justement la région wallonne supprime-t-elle ce genre de prime ? Sincèrement, j'ai aucune idée. La seule chose que j'ai remarqué, qu'à partir du moment où on avait des primes pour les murs ou le sol, parfois le budget était assez élevé et c'était assez avantageux pour le particulier. La raison réelle, je ne la connais pas. Pour moi, on aurait pu la garder. À propos de ces primes, Monsieur O, est-ce que il y a tout un panel de primes à la disposition des futurs acheteurs, des futurs propriétaires? Il y en a beaucoup plus qu'auparavant, en tout cas. Tout à fait, ça se trouve, ou ça se retrouve au niveau fédéral, même régional, au niveau de la commune. Et le particulier qui n'est pas bien informé, il se fait avoir. Il doit chercher à beaucoup d'adresses pour trouver les bonnes primes. Et on essaye de l'aider également à Bâtibau, de le bien documenter. Monsieur Stephens, quand vous commencez vos plans dans votre bureau d'architecte, au niveau des primes, vous faites comment? Vous passez tout en revue et vous informez votre client? Tout à fait. En fait, d'aujourd'hui, on n'a pas de choix. Et même si on commence les plans, comme on a commencé encore les plans au mois de décembre, aujourd'hui, on est au mois de mars, on doit déjà revoir aussi les primes parce que les primes pour les 100 changent relativement vite. C'est que sur 3 mois de temps, sur 6 mois de temps, on peut avoir un nouveau règlement. Ça fait qu'il faut bien veiller qu'au moment de l'introduction du permis de bâtir, qu'on respecte les normes qu'on veut atteindre. Alors aujourd'hui, quelles sont les primes les plus importantes? Ce sont des primes pour installer du double vitrage, pour installer un certain type de chauffage ou pour des panneaux photovoltaïques, par exemple? Pour les panneaux photovoltaïques, non, il n'y a pas de primes. C'est fini, ça, il n'y en a plus. Pas la prime proprement dit au niveau de l'investissement, mais on a encore le certificat vert qui est encore très très rentable. Ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est à conseiller. Sinon, il y a encore les primes pour la maison passive. Il y a une prime aussi pour la basse énergie. Pour les 2 types de bâtiments aussi, on a aussi la chance d'avoir encore l'avantage fiscal qui peut aller pour une énergie zéro, par exemple, jusqu'à 17 000 € sur 10 ans. C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération et qui fait aussi partie du plan d'investissement en cas de transformation ou de nouvelle construction. Niveau chauffage aussi, Monsieur O, il y a des primes spéciales en fonction des types de chauffage installés? Aujourd'hui, pour la rénovation, la déduction fiscale est en somme la prime la plus intéressante. On peut prolonger cette déduction pendant 3 ans, ça veut dire la totalité des 4 ans. Le montant aujourd'hui est de 2 830 €. C'est un montant qui est fort important. Grâce à ça, la rentabilité financière d'un investissement d'une chaudière à condensation est en somme très court. Un dernier commentaire, c'est celui de Jean-Pierre de Dalem. Voici ce qu'il nous envoie par Internet. Comment faire des économies d'énergie quand on est locataire dans un appartement social au rez-de-chaussée ou en consommant 1200 litres de mazout par an? On relève 17 degrés en hiver, 14 degrés au sol, dans un logement équipé d'un chauffage central à air chaud et où les bouches de chauffage se trouvent, 3 petits points, au plafond. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est locataire de pouvoir réaliser des économies d'énergie, Monsieur Stephens, mais il y a quand même moyen, à moindre frais, de pouvoir réduire sa consommation. Il y a moyen, mais il ne faut pas oublier, le locataire n'est pas propriétaire de ce bâtiment. Normalement, on n'a pas droit à faire des transformations lui-même sans l'accord de son propriétaire. Il a surtout l'intérêt de parler avec son propriétaire, voir si un rapport énergétique a été fait de ce logement-là et suite à ça, peut-être le motiver à faire des modifications et si ce n'est pas le cas, à la limite de changer le logement. C'est à ça que pourraient servir éventuellement ces certificats énergétiques, c'est à peser sur les propriétaires pour qu'ils isolent ou équipent correctement leur logement? En tout cas, dans le futur, ce sera la critère de base. Dans le futur, si on peut juger entre 2 logements, ce sera ça.